Voilà, donc Adriana Daventure a déjà parlé de cette histoire de prêt à se former. C'est une manière d'introduire la différence entre franc-mob et en particulier les séquences de classe dont Adriana a parlé tout à l'heure et vous a mis en garde en disant que ce n'étaient pas des modèles, mais que c'était seulement des illustrations. On a beaucoup parlé ce matin, Daniela Irakawa en particulier, mais je crois qu'Eduardo aussi en a parlé, et je crois que l'autre collègue aussi. C'est pas un hasard. Ils ont parlé tout le temps. Oui, grâce à Eduardo, ils ont parlé tous trois de la notion d'émergence. Et ça, c'est absolument essentiel. La démarche franc-mob est une démarche de prise en compte de ce qui émerge au fur et à mesure dans les classes. Ça, on va en reparler. Hein. On peut dire qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de l'accueil. Alors, vous allez dire, hein, c'est accueillir les étudiants quand ils arrivent. Non, c'est accueillir l'imprévu, ce qui émerge au fur et à mesure de la classe. Parce que si vous n'avez aucun imprévu, c'est que c'est vous qui avez seulement enseigné, et le risque, c'est que les apprenants n'aient pas appris, justement, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de mettre en œuvre leur propre, comme on dit, stratégie d'apprentissage. Donc la mise en retrait de l'enseignant comme accompagnateur, comme spécialiste de l'exploitation de la langue culture, des documents que les apprenants vont amener, ça c'est absolument essentiel. C'est le cœur de la démarche franc-mob. Donc c'est un prêt à se former, mais j'aurais tendance à dire que c'est l'ensemble de la démarche franc-mob qui est un prêt à se former. Et ce à quoi invite le guide franc-mob, c'est pas à vous donner des conseils, mais à vous mettre en position, vous, de trouver les propres conseils que vous allez vous donner à partir de ce qu'on appelle une pratique réflexive. Pratique réflexive. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de questions. Je suis presque déçu parce que j'aurais attendu, moi, une levée de bouclier en disant « Mais pourquoi vous avez appelé ça guide didactique et non pas guide pédagogique ?» Dans les manuels, généralement, on parle de guide pédagogique. Alors, si on a parlé de guide didactique, c'est déjà pour marquer, du point de vue déjà du lexique, attirer l'attention sur le fait que c'est pas un guide habituel, un guide de manuel, mais l'expression de guide didactique, c'est une appellation ancienne qui date de l'époque où on ne parlait pas de didactique des langues, mais de pédagogie des langues. Ça date de cette époque-là. Et vous savez qu'on parle encore toujours, ça me désole complètement en tant qu'historien de la didactique, on parle toujours de la méthode, la méthode Voix-Images de France, la méthode, dis-moi un autre nom, là, ça me vient pas l'idée, la méthode, les livres, hein, édités par les éditeurs, la méthode rond-point, la méthode, voilà. Pourquoi est-ce qu'on appelle les manuels, on les appelle des méthodes? Ça vient de la fin du 19e siècle, là où, en tant qu'argument commercial, chaque professeur, parce que c'était des professeurs qui sortaient son petit cours, pour dire que c'était vraiment un cours très original, qui était différent des autres, il l'appelait méthode. En Italie, à la même époque, on était toujours sur un enseignement-apprentissage très grammatical, et jusque dans les années 1950, en Italie, vous aviez des manuels de langue qui s'appelaient grammaire du français, grammaire de l'anglais. C'était pas des grammaires, parce qu'on mettait en avant la grammaire. Donc le fait de dire la méthode archipel, la méthode, etc., d'accord, c'est quelque chose qui m'énerve parce que ça renvoie, encore une fois, à quelque chose qui est uniquement de l'argument commercial. C'est de dire achetez mon manuel parce qu'il y a vraiment une manière différente d'apprendre et d'enseigner. Voilà. Donc moi je parle toujours de manuel ou je parle de cours. Alors, où est-ce qu'on en est là? Oui, parce que c'est pas la même. Donc, c'est pas un guide qu'on va appeler non plus méthodologique. Et là, ça renvoie à la distinction entre méthodologie et didactique. Bon, ça c'est ce que j'appelle le champ de la didactique des langues, le système de la didactique des langues. Il apparaît au début des années 1970.
Et ce sont des didacticiens. Il y en avait un de français langue étrangère, Michel Daben, qui était directeur du Crédif à l'époque, et Denis Girard, qui était un enseignant d'anglais, qui a mal fini, il a fini inspecteur général. Et les deux en même temps, mais il y avait aussi au centre de Saint-Cloud quelqu'un qui s'appelait Guenot, qui avait fait aussi un manuel. Alors on est sur là on est sur l'audiovisuel, à l'époque de l'audiovisuel. C'est le moment où le français langue étrangère se dissocie de la pédagogie scolaire des langues. Okay, et justement, et il y avait en même temps le grand mouvement, déjà depuis la méthode de l'armée américaine à la fin des années 40, il y avait aussi le grand mouvement de la linguistique appliquée, de la psychologie appliquée. Distributionnalisme américain, behaviorisme. D'accord ? Et donc, le mot de didactique a été proposé par le français langue étrangère et allemand langue étrangère et anglais langue étrangère pour les adultes à ce moment-là. Le mot didactique s'oppose à pédagogie, d'une part. Il s'oppose à linguistique appliquée. Et il s'appelle aussi, il s'oppose aussi à méthodologie de l'enseignement des langues. Parce que ce dont se rendent compte à cette époque-là les spécialistes de français langue étrangère, c'est qu'il ne peut pas y avoir de méthodologie universelle et que, en fait, la formation des enseignants est une formation qui doit leur donner la capacité de définir eux-mêmes leur propre méthodologie. Et le cœur même épistémologique, on va dire comme ça, excusez-moi les gros mots, bon, vous êtes quand même des universitaires tous, le cœur épistémologique de la didactique des langues, c'est de la métaméthodologie. Un méthodologue construit sa méthode. Un didacticien déconstruit. Et un enseignant maintenant doit être capable de déconstruire sa méthodologie. Avant d'avoir une méthodologie, il faut qu'il sache déconstruire toute méthodologie existante. Pourquoi ? Parce que son travail, sa spécialité, ça va être de construire sa propre méthodologie. Mais il faut déjà déconstruire les méthodologies existantes pour être capable de reconstruire soi-même sa propre méthodologie. Quand je dis sa propre méthodologie, ça ne veut pas dire une méthodologie personnelle qu'on va reproduire à longueur de carrière et dans tous les groupes, mais la possibilité de co-construire constamment avec ses apprenants une méthodologie qui va être une méthodologie d'enseignement-apprentissage. On a parlé beaucoup de co-construction déjà. Donc c'est valable aussi. Un enseignant, je dis toujours, il y a un test pour savoir si vous êtes un didacticien. Je ne vais pas vous demander de lever la main ni d'intervenir, mais vous pouvez vous faire votre propre test personnel. Le niveau de capacité didactique est inversement proportionnel au nombre de certitudes méthodologiques que vous avez. Voilà. Si vous n'êtes pas habitué aux énoncés mathématiques, on peut dire comme ça, c'est plus vous avez de certitudes méthodologiques et moins vous avez de formation didactique. Et plus vous avez de formation didactique et moins vous avez de certitudes méthodologiques. Ce qui explique que les enseignants en fin de carrière, ils aient beaucoup plus de questions dont ils n'ont pas les réponses et ils ne cherchent pas de réponses permanentes, constantes, universelles. Un enseignant qui progresse est un enseignant qui se pose plus de questions et qui dispose d'une variété plus grande de méthodes. Et là, j'introduis un thème sur lequel je vais revenir, qui est l'approche pluriméthodologique. L'approche pluriméthodologique qui est liée directement à la pédagogie de projet. La pédagogie de projet étant ayant cette capacité d'intégrer toutes les méthodologies existantes. Bon, je vois que je traîne un petit peu sur ça. Donc voilà, un méthodologue, il travaille seulement à ce niveau-là. Voilà. Il rencontre un problème de classe et il va se dire qu'est-ce que la perspective actionnelle, qu'est-ce que le fou, qu'est-ce que le FOSS me dit là-dessus. Ok ? Et donc il va chercher la réponse dans ses références méthodologiques. Le questionnement didactique est un questionnement, comme je disais, métaméthodologique. C'est-à-dire qu'on se pose une question méthodologie, eh bien on va aller chercher, on va voir quelles sont les réponses, la diversité des réponses possibles à partir des modèles. Bon, les modèles en didactique, c'est les modèles pédagogiques, les modèles cognitifs, les modèles linguistiques et les modèles culturels. Voilà, vous avez 4 types de modèles. Okay ? Parfois aussi des modèles méthodologiques qui sont les méthodologies constituées. Donc, ça fait 5. Okay ? Les objectifs et les contenus.
par exemple le FOSS et le FOU, on voit très bien que c'est une conception didactique qui établit une relation privilégiée très forte entre les objectifs et la méthodologie. On en reparlera tout à l'heure. Okay, et puis, on a beaucoup parlé, avant moi, et c'est normal, la démarche FROMOB est une démarche de type écologique, en fait. Une démarche écologique. Alors, on est sur une autre conception épistémologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre en compte constamment les environnements. Mais ça renvoie à une évidence, me semble-t-il, que vous allez partager. C'est que le cœur même de l'enseignement, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation. C'est pas avoir été formé à telle ou telle méthodologie, mais c'est la capacité à s'adapter en permanence et Daniela Hirakawa a sorti le concept ce matin, qui est le concept central, qui est celui de complexité. Faire classe, c'est être confronté en permanence à la complexité. Bon, par exemple, dans l'enseignement scolaire, il faut savoir faire parler, en général, prof de langue. Mais dans l'enseignement scolaire, vous avez intérêt aussi à savoir faire taire, c'est-à-dire à gérer la discipline. Et donc, à certains moments, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait la formation initiale d'enseignant pendant 10 ans à l'IUFM de Paris, ce qu'on appelle les INSPE maintenant. Et je faisais des visites de classe, non seulement à Paris, mais dans la banlieue parisienne. Et je me rappelle une étudiante, une stagiaire d'espagnol, dans la banlieue parisienne, habillée avec une jupe plissée et un petit bandeau, et puis un petit bijou très discret. Je veux dire, avant même de savoir enseigner, il faut savoir comment s'habiller. C'est s'adapter à l'environnement, en l'occurrence, ça passait déjà par savoir comment s'habiller. Parce que être habillée comme elle l'était, là où elle était, c'était de la vraie provocation interclasse, de classe sociale. Bon, mais elle était complètement dépassée par la discipline. Donc, quand il y a quelqu'un qui est là, moi j'étais au fond de la classe, je pense qu'elle avait encore plus de problèmes parce que il y avait un spectateur, quoi. Donc, allons-y. Et elle est restée pendant quelques minutes comme ça. Elle était toute droite, toute rigide, toute pâle, debout à côté du tableau, à côté du bureau, et elle tapait convulsivement du poing sur la table et elle disait « Taisez-vous et répondez à mes questions. Taisez-vous et répondez à mes questions. » Pour dire, ça m'a retourné les tripes pendant une semaine. Mais vous voyez le double bind qu'elle avait dans la tête. Parce qu'une classe de langue, dans certains contextes, c'est faire parler, c'est faire taire en même temps, quoi. Mais comment vous faites pour susciter la parole des timides et calmer ceux qui prennent toujours la parole et qui finissent par gêner en fait de la classe parce qu'ils lèvent la main tout de suite et ils disent des bêtises. Vous allez dire à certains moments, écoute Albert, c'est très bien, mais réfléchis avant de parler parce que depuis 2 mois là, tu fais exactement la même erreur. Donc réfléchis avant de parler. Et puis vous vous tournez vers un autre élève juste à côté en disant « Mais allez, c'est pas grave, parlez, même si vous faites des fautes. » Vous dites exactement le contraire, à l'un et à l'autre. Un prof, c'est quelqu'un qui est capable de faire n'importe quoi. Et la formule est possible en français, parce qu'en français, on fait une différence entre faire n'importe quoi et faire du n'importe quoi. Et tout le problème d'un enseignant débutant, c'est d'arriver à faire n'importe quoi sans faire du n'importe quoi, justement. On pourrait donner cette définition-là. Bon, et ben ça, par exemple, on l'a vu déjà, donc je vais passer. Mais c'est un petit peu tout le discours que je viens de faire jusqu'à présent, encore une fois. La démarche FROMOB, c'est une démarche, c'est un appel à la liberté pédagogique et didactique. Prenez en main votre cours, négociez, je crois, qui est-ce qui a parlé de négociation? Je pense que c'est Eduardo ce matin qui a parlé de négociation et de pédagogie de contrat. D'accord? La pédagogie de projet va forcément avec la pédagogie de contrat, avec la pédagogie de la négociation et bien entendu avec la pédagogie de groupe. Là, vous avez un groupe de pédagogie, dont la pédagogie de groupe. Pourquoi je fais des... Bon. Mais vous voyez la complexité de cette pédagogie. Pédagogie de projet réunit obligatoirement, si vous voulez, toutes les orientations pédagogiques modernes, tout simplement. Tout simplement. Voilà.
Donc, hop. Et ben voilà, une très belle citation de moi-même. Ouais, très bien. Voilà, c'est pour dire que on parle de démarche projet du point de vue pédagogique. La référence pédagogique de la démarche Franbob, excusez-moi, la référence pédagogique de la démarche Franbob, c'est la pédagogie de projet, mais vous l'aurez compris déjà, vous allez en sortir avec la tête comme ça en disant je peux plus entendre pédagogie de projet, quoi. Il faut que je me fasse un break quelque part. Mais c'est important. Et puis la référence didactique, c'est la perspective actionnelle. J'en ai parlé lors de ma conférence institutionnelle en disant que c'était ce que Adriana d'Aventure m'avait présenté comme c'est beau là, comme pour m'attirer sur le projet, parce que j'avais beaucoup travaillé sur la pédagogie, sur la perspective actionnelle. Mais c'est vrai qu'elle m'a rendu un grand service elle m'a fourni, disons, une occasion de travailler avec des collègues, des enseignants, d'autres chercheurs sur une mise en œuvre qui me paraît tout à fait intéressante de la perspective actionnelle. Donc, je les remercie, Adriana et tous les autres. Voilà. Bien, pourquoi je mets ça là? Oui. Bah, sur mon site, dont vous avez, pardon, sur mon site dont vous avez l'adresse ici, d'accord? Vous allez trouver une bibliographie. Dans la bibliographie, vous allez trouver pédagogie de projet et perspective actionnelle. Beaucoup d'articles de moi. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous connaissez la formule. Et puis il y a quand même d'autres, il y a bien d'autres qui ont écrit en tout cas sur la pédagogie de projet. La grande nouveauté avec la perspective actionnelle, une des grandes nouveautés, c'est que la pédagogie de référence existait déjà auparavant. Et c'est la pédagogie de projet. Bon, ça ne nous rajeunit pas, mais si vous connaissez John Dewey, par exemple, qui est le premier représentant de la pédagogie de projet, c'est le tout début du XXe siècle aux États-Unis. Et puis il y a eu Ovid de Crowley, par exemple, en Belgique. Et puis il y a eu Célestin Freinet en France. Célestin Freinet. Et Célestin Freinet et les autres, on n'aurait pas pu imaginer de faire un manuel de pédagogie de projet, quoi. C'est complètement antinomique. Complètement antinomique. Le manuel étant à la fois directif pour l'enseignant et pour les apprenants. Excusez du peu. Ils sont tous coincés, là. Ils ont le manuel. Hein. Bon. Cela dit, il y a des manières intelligentes d'utiliser un manuel. Sur mon site, dans je crois, le christianpuren.com, vous allez trouver un article, enfin, vous allez trouver une proposition de grille de niveau de compétence de l'enseignant dans l'utilisation de son manuel. Voilà. Et suivre son manuel en respectant la méthodologie d'élaboration du manuel, c'est pas un niveau 0, hein, c'est déjà un niveau 1. En tant que formation des enseignants, un enseignant qui utilise déjà correctement un bon manuel, c'est déjà un grand point. Et puis vous avez à l'extrême opposé un professeur qui est capable de se passer de manuel complètement. Vous voyez que le dispositif Franmob est un dispositif intermédiaire, puisqu'il n'y a pas de manuel, mais vous n'êtes pas dans la nature, puisqu'il y a des projets qui sont prédéfinis, il y a des mini-projets qui structurent chacun des projets, et chaque mini-projet lui-même propose ses propres objectifs opérationnels. Maintenant, déjà au niveau des objectifs opérationnels, vous avez certainement intérêt parfois à être souple et à modifier ces objectifs. Et même les mini-projets. Voilà. On va dire que un très bon enseignant serait un enseignant capable de former à la mobilité sans même utiliser le guide Franmob. Ça, ce serait le top du top. Hein, c'est parce qu'il aurait intégré lui-même la démarche et qu'il serait capable de la reproduire lui-même. Alors, je vous disais qu'on n'en parle pas beaucoup dans les formations FLE, vous me direz si c'est le cas. On parle beaucoup de didactique, mais on ne parle pas de pédagogie. Galisson avait essayé de lancer la thématique de la pédagogie au moment où il avait invité, comment il s'appelle, un didacticien canadien. Bon, quand je cherche un nom propre, je ne le trouve jamais. Ça me bloque. Voilà. La pédagogie a eu un moment, on s'est posé la question de la pédagogie en français langue étrangère de manière très précise, mais pendant très peu de temps. C'est au moment où on est passé de la méthodologie audiovisuelle à l'approche communicative.
la méthodologie audiovisuelle était une méthodologie extrêmement directive. Et la conception de cette méthodologie directive était elle-même directive. J'ai commencé, moi, professeur de français langue étrangère à l'Université des Andes de Mérida. Je sortais de mon stage d'agrégation d'espagnol et on m'a envoyé faire un stage d'1 mois à Montpellier de formation comme professeur de français langue étrangère. Écoutez bien, vous connaissez le manuel Voix-Images de France, non? Le cours Voix-Images de France. Historiquement, ça a été le cours prototypique de la méthodologie audiovisuelle, première génération de français langue étrangère. Puis vous avez Archipel en dernière génération. Ben, mon cours de formation en français langue étrangère en juillet 1971 à Montpellier s'intitulait « Formation à l'utilisation de voix et images de France ». Vous vous rendez compte comment là on est dans une conception complètement différente. Former un prof, c'était le former à appliquer strictement les démarches, le cours proposé avec les films et puis les petits dialogues enregistrés. D'ailleurs, on avait un examen à la fin et c'était une phase d'explication de 5 images. Voilà. La seule qui avait raté, c'était une dame qui avait déjà un certain âge, non pas parce qu'elle n'était pas une bonne pédagogue ou professeur, mais tout simplement parce qu'elle était complètement paniquée avec la manipulation du magnétophone à bande. Et donc, pour faire répéter chaque réplique, il fallait être capable de revenir en arrière pour ensuite faire écouter la réplique. Mais elle était comme ça et ça repartait au début, quoi. Ouais. Voilà. Elle a raté son truc pour ça. La maîtrise de la technologie, c'est important. Donc, De Bizère, Carré, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les fondateurs des simulations globales. Donc, c'était vraiment des spécialistes de la créativité, de l'appel justement à la liberté des enseignants et des apprenants. Voilà. Et il tombait à un moment justement où il prenait le contre-pied de cette méthodologie extrêmement directive qu'était la méthodologie audiovisuelle. J'ai fait classe, moi, avec la copie conforme de Voix-Images de France qui s'appelait Vida y Diálogos de España. Et dans le guide pédagogique de Vida y Diálogos de España, il y avait, à la fin pour les conseils pour la première unité, c'était il est possible que pendant la première heure de classe, certains étudiants lèvent la main pour demander l'explication dans leur langue. Vous faites comme si vous ne les avez pas vus. Si certains étudiants lèvent la main pour demander des explications grammaticales, vous faites comme si vous ne les avez pas vus. Et à la fin, los convocan ustedes para explicarlos las razones doctrinales por las que nunca traducirá algo o nunca explicará un punto de gramática. Vous avez compris aussi en portugais. Las razones doctrinales. Oui, on était vraiment sur une directivité assumée à cette époque-là. Donc voilà, De Bizère avec Carré, là, à la bonne vie et la bonne pédagogie, justement, prennent le contre-pied complètement de cette pédagogie très directive. Et voilà, par exemple, la critique de Bizère. Critiquant le corps de méthode, ce sont toutes les méthodologies audiovisuelles de l'époque. Voilà, qui se réclamaient d'une pédagogie scientifique. Parce que certains d'entre vous peut-être pensent que ah oui, c'est l'histoire d'émergence là, mais c'est un peu intuitif, c'est pas sérieux quoi, parce que c'est pas scientifique. Non, c'est le scientifique qui n'est pas adapté à l'enseignement, à l'apprentissage des langues, parce que ça fonctionne sur les subjectivités, sur les émergences à partir de la complexité. Alors voilà tout ce qui est dit. Regardez. Là, il parle de la méthodologie audiovisuelle. Voilà. Avec une pédagogie de la découverte, puisqu'il s'agit d'une pédagogie de dressage et de guidage, une pédagogie de la découverte. Inconciliable avec de véritables méthodes actives, les activités demandées à l'avance et ne lui laissant pratiquement aucune initiative. Voilà ce qui est critiqué en 1975, je crois. Incompatible avec une pédagogie de la créativité. On va voir comment René Richterich, qui est un didacticien suisse, imaginait une pédagogie de la créativité
dans ce qu'il appelait l'antidéfinition des besoins langagiers. Il a écrit un article qu'on verra tout à l'heure, l'antidéfinition des besoins langagiers. Pourquoi? Parce que la définition des besoins langagiers d'un étudiant avant qu'il commence le cours, eh bien, c'est une prise de pouvoir sur ce cours, c'est une directivité, plus forte même que la directivité de la conduite en classe, puisque vous supposez que vous êtes capable, mieux que lui, de savoir quels sont les besoins qu'il va avoir. Incompatible avec l'individualisation de l'enseignement vers laquelle tend la pédagogie générale. L'analyse des besoins langagiers préalable, elle se fait aussi pour tous les étudiants. Et si vous considérez qu'elle est bien faite, eh bien, il n'y a pas d'autres besoins que les besoins collectifs que vous avez définis pour le groupe. Où est la place de l'individualisation là-dedans? Il n'y en a pas. Et interdisant toute dynamique du groupe classe dans la mesure où la méthode structure à l'avance les contenus, la nature et les modalités des échanges. Voilà. Ça, c'est 1975. Je voudrais bien qu'on s'en rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en français langue étrangère? Eh bien, on est resté sur une conception de la pédagogie qui est une conception minimaliste qui renvoie à la pédagogie active de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire, essentiellement, l'activité des apprenants est une réponse à l'activité des enseignants. Ça, c'est le principe c'était déjà un gros projet par rapport à la pédagogie traditionnelle, hein. Mais c'est une version faible de la pédagogie active, hein, l'activité de l'élève comme une réaction à l'activité du professeur. Ok? Effectivement, quand vous avez des élèves qui ne sont pas motivés, vous avez l'impression que vous êtes obligé de mouiller la chemise, quoi. C'est-à-dire que très souvent, quand les élèves ne veulent pas être actifs, on compense par l'activisme de l'enseignant. C'est une question de... Et une classe qui marche bien, c'est une classe où le professeur, eh ben, il fait classe de façon beaucoup plus confortable. Bien entendu. Voilà. Donc, ça, je vous renvoie rapidement parce que pour la petite anecdote, c'est Robert Galisson, à l'époque où il dirigeait les études de linguistique appliquée. Moi, j'étais un des rédacteurs adjoints avec Coste. Et donc, il me téléphone un soir en me disant Puren, je suis embêté là parce que je dirige un numéro sur l'approche communicative. J'arrive à trouver personne pour faire une critique de l'approche communicative. Je dis, c'est pas là. Tu peux raccrocher tout de suite. Tu as trouvé ton bonhomme. Et donc, j'ai écrit cette critique de la centration sur l'enseignant. Je vous renvoie au texte, hein, et puis vous verrez. Voilà. Alors, vous connaissez tous, c'est pas le petit livre rouge de Mao, c'est le petit livre rouge du FOSS, voilà, d'accord? Bien, alors, je vous ai parlé déjà, vous allez trouver en page 10 du guide, vous allez trouver ce lien sur la version PDF, donc vous cliquez, vous tombez sur le texte de Richter, qui me semblait tellement important dans la réflexion actuelle que j'ai demandé à la rédaction du Français dans le monde l'autorisation de la publier sur mon site. Voilà, donc il est sur mon site, mais avec l'autorisation de Richter, il est décédé déjà depuis longtemps, donc pas avec son autorisation à lui, mais l'autorisation de la revue. Hein, l'antidéfinition des besoins langagiers. Dans cet article, René Richterich donne un certain nombre d'exemples de ce qu'il appelle des pratiques pédagogiques d'antidéfinition des besoins langagiers. C'est intéressant pour voir si est-ce que vous avez déjà fait ce genre de pratique. Faire correspondre les ressources disponibles avec un ou des objectifs. Bah oui, c'est même le cœur même de la démarche de Franck-Mob, ça. C'est le cœur de la démarche de Franck-Mob. Proposer d'autres ressources possibles pour atteindre le ou les mêmes objectifs. Bah oui, c'est encore le cœur de la démarche Franck-Mob, puisqu'on va demander à tous les étudiants de dire, allez, proposez, qu'est-ce que vous avez? Je vois que Nina est d'accord avec moi, donc ça me conforte dans l'idée. Déterminer les ressources. Alors ça, voilà la créativité qui apparaît. Déterminer les ressources nécessaires pour atteindre des objectifs irréalistes. Voilà, vous avez choisi d'aller à l'université de Paris. Votre objectif de mobilité, c'est d'arriver à finir par être élu doyen de votre faculté. Voilà votre objectif de mobilité. Je vais en France
et je veux être le doyen de cette faculté-là. Bon, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est irréaliste. D'accord? Mais qu'est-ce que ça va... C'est intéressant de voir qu'est-ce que les apprenants vont imaginer comme ressources. D'accord? Ça va être un sujet de discussion, de rigolade en classe, voilà, hein, de la créativité. Faire l'inventaire des ressources imaginables pour atteindre un objectif, de toutes les ressources imaginables pour atteindre un objectif d'une unité. Voilà. Bon, ça y est, il y avait un objectif, là, vous avez trouvé un document. Mais bon, il y en a peut-être d'autres, allez, continuez à chercher, etc. Et puis peut-être que certains vont trouver des ressources qui sont justement un petit peu... Elles, ce seraient les ressources qui seraient complètement irréalistes, vous voyez. Encore une fois, l'appel à la créativité des apprenants. Trouver les moyens d'obtenir d'autres ressources que celles à disposition pour réaliser un objectif déterminé. Il n'y avait pas encore Internet à l'époque. Vous avez compris qu'avec Internet, maintenant, ça marche à 100%, ça, sans aucun problème. Et ça date de, vous voyez, de 1979. 1979. Vous serez d'accord avec moi que la démarche fausse et la démarche fou n'est pas dans cette perspective-là. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de la critiquer, mais vous avez compris que je dégage un gros espace où il est possible de construire autre chose sur des bases différentes qui seront peut-être effectivement complémentaires. Mais comme je disais déjà hier, je crois, Monsieur de la Palisse, merci, pour que quelque chose vienne complémenter une chose, il faut que ce soit différent. On ne peut pas compléter avec la même chose. C'est le problème souvent des enseignants qui, bon, la pédagogie différenciée, c'est pas facile à mettre en œuvre. Mais ce qu'on sait, une des évidences en didactique des langues, par exemple, mais en pédagogie générale, c'est que s'il y a des élèves qui sont faibles, c'est pas en refaisant avec eux la même chose qu'on va leur faire rattraper le retard. Il faut forcément trouver un autre moyen. Parce que s'ils sont en retard, justement, c'est parce que ça leur convenait pas. D'où le problème des cours de soutien, c'est pas en rajouter par rapport à ce qui est fait déjà, ça va les gonfler, comme on dit, hein, mais justement inventer d'autres manières pour eux d'apprendre et pour nous d'enseigner. Alors, le grand intérêt du FOSS, vous arrivez à lire du fond, oui, sans problème? Sur le plan méthodologique, réside en notre sens dans la cohérence le lien explicite qu'il établit entre les besoins des apprenants et les objectifs du cours. Je suis d'accord, à condition que dans la démarche FranMob, c'est le lien explicite qui est établi entre les objectifs du cours et les besoins des apprenants. Il y a deux éléments là, les besoins des apprenants et les objectifs du cours. Le problème, c'est de savoir par quoi on commence. Par quoi on commence? Et ce que propose FranMob, justement, c'est de partir des objectifs, qui sont les objectifs des projets, des mini-projets, des objectifs opérationnels, et à partir de ça, émergent les besoins des apprenants. On est sur exactement la même... Non, c'est pas la palisse. C'est exactement la même chose que le FOSS, sauf que c'est le contraire. C'est une bonne manière de venir compléter, non? On est sur deux éléments qui peuvent être réunis de manière différente. Alors, ce que propose FranMob, c'est d'inverser la relation. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ça. Richter, 1979. L'antidéfinition des besoins langagiers. Voilà. Ça doit être la grande thématique du FranMob, d'avoir dans la tête. Comment surtout ne pas définir avant les apprenants leurs besoins langagiers. Et faire attention à ne pas commencer par ça. Voilà. Après, ils feront du FOSS ou du fou, très bien. Ils inverseront la démarche. Alors, René Richter a publié en 1985 un ouvrage intitulé « Besoins langagiers et objectifs d'apprentissage ». Il est mort, malheureusement, parce que je suis sûr que, comme moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, il s'est fait avoir par l'éditeur. Parce qu'à l'époque, on était sur l'analyse des besoins langagiers. Ça renvoie déjà au niveau seuil, 1976 pour l'édition française des niveaux seuil. Les niveaux seuil, c'est un système d'analyse préalable des besoins langagiers. Système d'apprentissage, analyse préalable des besoins langagiers. L'analyse préalable des besoins langagiers, ça date de 1975. Vous faites le calcul,
et vous enlevez 1975 de 2022, et vous avez de quand date cette approche. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'elle est obsolète, je suis en train de dire que on avait même avant l'analyse préalable des besoins langagiers, avec de Bizère, on avait les moyens de faire autre chose déjà. Okay? Donc, besoin langagier objectif d'apprentissage, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans tout son ouvrage? Il dit que les besoins langagiers doivent venir des objectifs d'apprentissage. Et les gens qui diffusent le faux et le fou, excusez-moi, lorsqu'ils citent Richter-Richt, ils citent ça. Alors, soit ils l'ont pas lu, soit ils pensent que les gens vont croire que, bah oui, on a les besoins langagiers et puis on a les objectifs d'apprentissage. Alors que je vous renvoie à cet ouvrage, Richter-Richt dit le contraire. Dit le contraire de son titre. On commence par les objectifs d'apprentissage et on arrive aux besoins langagiers. C'est assez fabuleux quand même, ce détournement, si vous voulez, de thèse, du message qu'il veut faire passer. Je connais un autre, non pas détournement, mais évacuation de quelque chose qui était très important aussi. Les méthodologues communicativistes citent souvent Widdowson, l'approche communicative de Widdowson, un grand classique, d'accord ? Mais tout le dernier chapitre de cet ouvrage auquel je vous renvoie, tout le dernier chapitre, il y a 6 pages, qui portent sur, pour lui, ce qui est une évidence, c'est que si on veut former un apprenant à une compétence de communication en langue étrangère, eh bien c'est évident, non? Je vais vous dire si ça vous paraît évident. On commence par s'appuyer sur sa compétence de communication qu'il a déjà dans sa langue maternelle. Voilà ce que la thèse de Widdowson dans le dernier chapitre de cet ouvrage. Je n'ai jamais vu de didacticien français se référer à ça. C'est quelque chose qui a complètement été écarté parce que dans l'approche communicative à la française, on a maintenu ce qu'on appelle la méthode directe intégrale. C'est le prof qui rentre en classe dès le départ, bonjour Cécile, qui ne parle que la langue 2, la langue cible. Ok ? Voilà, donc l'antidéfinition, voilà. Et vous lirez ça à la page 10. Si je savais que c'était pas réaliste, j'aurais dit Richter-Richt, il a copié la démarche Franmob. Mais ça peut pas marcher comme ça. Mais vous voyez, on aura constaté que dans les démarches et pratiques brièvement indiquées ci-dessus, les antidéfinitions là, dont il parlait, le terme de besoin n'apparaît jamais. C'est parce qu'en fait, on n'en a plus besoin. On n'a pas besoin des besoins langagiers. On n'a pas besoin de ces besoins-là. Ce sont les ressources. Quels sont les moyens matériels qui manquent? Et les stratégies. Quelles sont les actions à entreprendre? On retrouve Franmob, avec les actions à entreprendre et les ressources. Voilà. Qui donneront une certaine expression à la notion de manque. Le besoin, les besoins langagiers, c'est ce qui manque pour faire ce qu'on veut faire avec les ressources qu'on a. Voilà la définition. Au lieu d'analyser, de définir, d'identifier des besoins, on restera attentif tout au long de l'apprentissage à ce qu'il faut faire et changer pour atteindre chaque nouvel objectif. Voilà le message aussi qu'on peut directement donner aux enseignants Franmob. Voir à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire et changer pour atteindre chaque nouvel objectif. Et encore une fois, vous avez des niveaux d'objectifs différents avec les 4 projets, les mini-projets et les objectifs opérationnels. Et puis vous avez compris que ce qu'il y a par derrière comme valeur chez Richter-Richt, c'est la valeur autonomie des élèves. Et on retrouve ça là. Le but final d'un enseignement, c'est de rendre les apprenants de plus en plus responsables de leur apprentissage, point final. C'est pas le résultat de l'apprentissage qui compte, c'est la formation à l'autonomie de l'apprentissage. Le processus, c'est le processus qui est plus important que le produit final. Et ça explique pourquoi, si on fait classe uniquement à partir des descripteurs de compétences terminales, on ne peut pas être un bon enseignant. Parce qu'on ne prend en compte que le produit final,
alors qu'un enseignant, lui, ce qu'il prend, c'est l'apprentissage, qui est un processus. Eduardo a parlé très longuement, là, justement, du processus d'autonomisation. Voilà, eh ben, merci Eduardo, puisque tu as présenté ça tout à l'heure, donc je passe. Voilà. Donc, voilà, ça aussi, on en a parlé très longuement. Pourquoi la documentation, c'est vraiment l'élément stratégique de la démarche FRAMOB, hein, parce que c'est là que, etc. Vous avez pu lire ce qu'il y a à l'écran, vous pourrez le lire à la page 9-10, voilà, avec une excellente référence en dessous. Voilà. Bon. Comment je présente ça? Bon, le FOSS et le FOU, ça date de l'analyse des besoins langagiers et ça date aussi de l'approche communicative. Mais l'approche communicative, ça date aussi des années 1970. Hein, c'est apparu avec les niveaux seuils. Okay, donc, je ne suis pas en train de dire que c'est obsolète. Encore une fois, je suis en train de dire que depuis, il s'est passé des choses, quoi. On s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. On s'est rendu compte, par exemple, que l'objectif social de référence en Europe, c'était pas de donner la compétence d'aller visiter un pays étranger, comme dans les niveaux seuils. On prépare les gens à rencontrer des étrangers, mais de les préparer à vivre dans leur pays et de travailler dans leur pays avec des gens de langue et de culture entièrement ou partiellement différentes. Et ça, c'est l'approche plurilingue, pluriculturelle du cadre européen 2001, et c'est la perspective actionnelle. D'accord? Donc on n'a pas parlé beaucoup jusqu'à présent de la perspective plurilingue, et je vais sans doute essayer d'y revenir. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce que je disais là-dessus? Ben, tout ça, vous allez le lire. Ah oui. Alors voilà ce qui est dit, si vous voulez, dans l'ouvrage dont je vous ai présenté la carátula tout à l'heure, on appelle ça la page de garde. Non, la couverture. La page de couverture, voilà. Donc, voilà ce que disent Mangeante et Parpette. Hein, et moi, j'aime bien détourner les phrases. Voilà. C'est ce que j'ai fait depuis le départ. Hein. Je lis, peut-être pour ceux qui n'arrivent pas à lire, le meilleur moyen de comprendre ce que la méthodologie FRAMOB consiste sans doute à se pencher sur ces différences avec un programme de FOSS. Voilà. Alors, je vais terminer peut-être rapidement sur les dernières idées. Plurilinguisme, pluriculturalisme et une approche intégrative, le pluriméthodologique. Excusez-moi. Alors, voilà comment je présente, excusez-moi, c'est forcément illisible depuis déjà le deuxième rang ici, mais je vous renvoie à la bibliothèque de travail 052 sur mon site, où vous allez trouver, si vous voulez, le panorama de ce qui est présenté ici comme les configurations didactiques disponibles. Il y a d'autres documents où je les présente sous la forme de matrices méthodologiques. L'histoire nous a légué 1, 2, 3, 4 configurations didactiques qui doivent être considérées maintenant comme des matrices méthodologiques, c'est-à-dire que chacune de ces matrices est susceptible, à certains moments, pour certains élèves, pour certains objectifs, d'être la meilleure option. Et d'autre part, l'enseignant, pour complexifier ses pratiques, pour s'adapter mieux à la complexité de ses classes, peut être amené à combiner des éléments différents de ces différentes méthodologies. Voilà, vous avez la définition de ce que j'appelle le pluriméthodologique. Au-delà de l'approche communicative, au-delà de la perspective actionnelle, ce qui doit s'imposer, c'est une approche pluriméthodologique. Il n'y a aucun interdit du point de vue méthodologique pour un enseignant de langue. Et bon, ce qui est pertinent, parce que ce sera efficace. C'est la loi, le seul paradigme qui sert en didactique des langues, c'est le paradigme d'adéquation. Et donc, du point de vue de la formation des enseignants, ça va être le paradigme d'addition. Un enseignant qui progresse, c'est un enseignant qui ajoute une autre manière de faire, une nouvelle de faire supplémentaire par rapport à ce qu'il sait faire déjà auparavant. C'est pas quelqu'un qui remplace ce qu'il faisait auparavant, quelque chose de présenté comme nouveau et donc supposé meilleur. Il n'y a rien de meilleur dans l'absolu. Il n'y a rien de meilleur dans l'absolu. Pour gérer la complexité des réponses méthodologiques, eh bien, il faut disposer d'un maximum de réponses méthodologiques préétablies. Vous voyez l'idée de cette approche
pluriméthodologique. Donc, on pourrait faire une analyse de FranMob en disant qu'est-ce qui, dans FranMob, relève de cette méthodologie active. C'est les années 1920-1960 en France. C'est une méthodologie pré-communicative et même pré-audiovisuelle, mais c'est une méthodologie qui s'était spécialisée dans l'extraction, mobilisation de connaissances culturelles et langagières à partir de documents authentiques. Ben, excusez-moi, c'est aussi ce qu'on a à faire. Et particulièrement dans le cadre de la démarche FranMob. L'exploitation des documents authentiques, extraction, mobilisation extraction de connaissances langagières et culturelles nouvelles et mobilisation, à cette occasion-là, de connaissances culturelles et langagières déjà acquises par les élèves. Okay, voilà. Ça reste toujours valable. L'approche communicative, elle reste toujours valable dans le cours des cours FranMob. Bien évidemment. Il faut que ça communique en classe. Si les élèves travaillent en groupe, il faut qu'ils soient capables de communiquer le plus tôt possible. On va leur demander de communiquer, bien entendu, en langue 2. Mais vous avez compris déjà, j'en arrive à l'idée de plurilinguisme, qui n'a pas été peut-être assez posée là. Il n'y a aucun interdit sur l'utilisation de la langue 1 en classe. Mais c'est l'enseignant, en tant que professionnel responsable, qui doit faire une analyse de coût-bénéfice. Le temps d'exposition à la langue étrangère, il est très rare, et donc il est très cher. Mais c'est pas parce que vous avez un produit très cher que vous n'allez pas l'acheter. Vous allez l'acheter malgré tout si vous en avez vraiment besoin. C'est la même chose pour l'utilisation de la langue 1 en classe. Vous allez l'utiliser avec parcimonie, mais à chaque fois que vous pensez que vous gagnez beaucoup plus en utilisant la langue maternelle que vous ne perdez en temps de pratique ou d'exposition à la langue cible, eh bien vous allez utiliser la langue 1. Toutes les activités de journal de bord, par exemple, dont on a parlé ce matin, c'est évident que les étudiants vont le faire dans leur propre langue, en portugais ou en espagnol. C'est évident, quoi. Ça nous paraissait tellement évident, je pense que les collègues de ce matin seront d'accord avec moi, ça leur a paru tellement évident qu'ils n'auront pas dit, quoi. Ils n'ont même pas pensé à le dire, mais c'était une évidence. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est pas ça. Ça, c'est la souris. Bien. Je passe là-dessus parce que c'était pour... on en a parlé aussi déjà. J'en ai déjà présenté ça dans ma présentation institutionnelle. Hein, c'était pour dire que de la même manière que les besoins langagiers émergent dans la démarche FranMob, de la même manière, pour l'enseignant, vont émerger non pas de nouvelles problématiques, mais de nouvelles manières dont il faudra qu'il envisage les problématiques. Et je viens de parler de la problématique de la gestion L1, L2 en classe. C'est la même chose pour la problématique de l'autonomie, c'est la même chose pour tout ça. Et il y a là-dedans, vous retrouvez aussi la gestion du pluriméthodologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis, je crois que c'était la dernière. Ça, c'est important. Hein. Donc, la pédagogie de projet, la meilleure manière pour vous, futurs enseignants FranMob, de vous former à la pédagogie de projet, c'est de vous mettre entre vous en projet collectif. Et ce projet collectif qu'on vous propose, justement, c'est de vous constituer en collectif de travail pour, justement, enrichir le guide FranMob, non seulement proposer vos propres séquences, mais comme le font déjà des sites de professeurs. Je les ai cités ce matin hier, non ? Il y a eu 3 sites, les 3 premiers sites de professeurs qui se sont mis en collectif au début pour partager et après pour construire ensemble des séquences. Et vous voyez qu'ils sont passés de l'approche communicative à la perspective actionnelle. Au début, ils étaient sur la perspective actionnelle. Ils communiquent, voilà, j'ai fait une bonne préparation de cours, je la mets sur le site. Et depuis, ils sont passés à l'approche à la collaboration, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, la coaction de préparation de cours. Et les premiers qui se sont lancés, c'est les professeurs de mathématiques, qui ont été les premiers aussi avec les professeurs de sport à avoir une véritable pédagogie, une véritable didactique correspondante, la didactique des mathématiques, mais la didactique du sport aussi, avant le français langue étrangère, hein, je peux vous dire. Avant la didactique du français langue étrangère. Ils avaient commencé bien avant. Eh bien, ce site qui s'appelle Sesamat, S-E-S-A-M-A-T-H, eh bien là, ils sont allés dans un processus de collaboration tellement abouti qu'ils ont produit eux-mêmes, pour tout l'enseignement scolaire, les manuels.
des manuels collaboratifs. Et je peux vous dire que c'est les meilleurs, ils sont reconnus comme les meilleurs manuels existants. Mais ça se comprend. Quels sont les plus capables de savoir ce qu'il faut faire? C'est quand même les professeurs dans leur classe, non? Ça paraît évident. Hein. Bon, ces AMAT, vous avez web-lettres, W-E-B, ensuite lettres au pluriel. C'est les professeurs de français langue maternelle. Et puis vous avez les professeurs d'histoire, qui ont appelé leur site Clionautes, du nom de Clio, la déesse grecque de l'histoire. Voilà, les Clionautes. Donc allez voir comment sont organisés ces sites. Ça peut vous donner une idée justement pour créer vous votre propre site, qu'on appelle, vous savez, les éditeurs parlent de sites compagnons. Voilà. Bah, les sites compagnons. Sauf que ce sera votre site à vous compagnon, et non pas un site compagnon extérieur. Voilà, je pense que ce serait vraiment, pour moi, ce serait vraiment, ce serait presque, si vous voulez, la finalité terminale de FranMob, à part tout ce que j'ai dit de bien, si ça vous mettait en situation de collaboration entre enseignants, là, je crois qu'on aurait fait un grand pas à la didactique des langues, et vous auriez certainement besoin de beaucoup moins de conférences de didactique comme celles que vous avez de supporter de moi, là, tout de suite. Voilà. Donc, je passe la parole à Nina. Si vous avez des questions, ensuite, on les regroupera peut-être, mais je préférerais que les questions ensuite s'adressent à elle. Non pas que je puisse pas répondre aux questions, mais je pense que les questions de mise en œuvre, je l'ai bien vu ce matin, les questions de mise en œuvre sont les questions qui forcément vous préoccupent le plus. Nina, hop. Alors, comment ça se met, cette histoire ? J'ai jamais fait ça, moi, alors j'essaye. Vous m'entendez bien. Voilà. Donc, pour commencer, je voudrais déjà remercier Adriana pour la confiance dans ce projet. Parce que moi, j'ai commencé au tout début. En 2018, j'étais lectrice de français et Adriana nous a appelés. Elle nous a dit, venez tous à Rio. On va essayer de s'organiser, les lecteurs, parce qu'on ne sait pas ce que vous faites dans vos universités. Et donc, après cette longue journée de travail, on a dit, eh ben, on va faire un projet pour la mobilité. Hein. Et donc, on a commencé comme ça, avec les 1000 versions du référentiel qu'on a pu faire. Je sais plus à la combienième on est. On a fait beaucoup de versions de référentiel. Et je suis retournée à Rio, bref, tout le processus. Et Adriana, encore une fois, fait appel à moi pour participer du guide didactique, qui est une expérience magnifique avec Christian aussi. Je suis très contente. Je sais que c'est une grande chance aussi. Et je voudrais repartir sur ce que vient de dire Christian, c'est-à-dire cette idée de collaboration entre enseignants. Et c'est un projet qui est depuis le début collaboratif, puisqu'on l'a travaillé à plusieurs. Dès le premier référentiel à Rio, on était déjà dans une dynamique collaborative, puisqu'on l'a fait ensemble. Quand la pandémie est arrivée, qu'on a dû réaliser les cours en ligne, chacun, on l'a fait un peu différemment, mais on avait aussi les ressources des autres à disposition. Il y avait Joséphine, l'UFMG, d'autres universités. Et donc, depuis le début, en fait, c'est un projet collaboratif et j'espère que vous, assistants, continuerez dans cette dynamique. Vraiment, je pense que ça serait dommage de perdre ce fil. Donc moi, je vais parler un peu de mon expérience de conceptrice et des réflexions en fait que m'ont amené à avoir ce projet. Voilà, donc ce sont des réflexions assez générales et demain, on partira plus sur la question pragmatique de l'utilisation du guide le matin pendant 3 heures. Donc aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur des réflexions que j'ai eu à partir de l'élaboration donc du référentiel et ensuite la conception des séquences. Donc la conception des séquences, elle s'est faite sur le terrain, c'est-à-dire on avait un référentiel qui a changé par rapport à notre construction quand on faisait cours. En fait, c'est ce qu'on a fait en cours, c'est ce qui est surgi, ce qui a émergé
des étudiants aussi pendant les cours, qui nous a fait modifier aussi le référentiel dans l'état actuel où il est, en sachant qu'il peut encore toujours changer en fonction de chacun de vous. Donc c'est pas un outil fini, c'est un outil qui se construit au fur et à mesure qu'il est aussi utilisé, expérimenté. Donc je vois aussi que c'est toujours un peu une expérimentation. C'est toujours à ce stade-là, parce que chaque personne qui va l'utiliser va l'expérimenter. Donc vraiment, il faut être acteur de ce guide. Et justement, c'est par ici qu'on fait. Ouais. Donc, pour commencer, l'élaboration de ce guide didactique, ce passage d'un référentiel, c'est-à-dire à une liste de contenus au départ, hein, à mes séquences et au guide didactique, ça m'a amené à avoir une réflexion sur la dimension plurielle et sur la pluralité à la fois des langues et des cultures, et à concevoir les étudiants comme des acteurs plurilingues et pluriculturels. Là, c'est un peu, je reprends un peu le CECRL hein, avec l'idée d'acteur, l'approche actionnelle. Mais l'idée, en fait, c'était de voir comment ne pas tomber des fois dans les travers de l'interculturel, en voulant comparer les cultures, c'est comme ça ici, c'est comme ça là, ah oui, d'accord, c'est fini. Ou de transmettre une culture normative qui n'est en général pas la réalité. Hein, un exemple, on dit toujours ah les Français, on va pas, les Français parlent pas anglais. Si on va à Paris, on va pas pouvoir parler anglais. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah ben si, moi j'ai pu très bien me débrouiller en anglais. C'est un exemple, c'est-à-dire que chaque personne est singulière, donc c'est aussi transmettre la subjectivité. Et là, en fait, je reprends une idée de Fred Dervin, qui a beaucoup travaillé et critiqué l'interculturel, et qui parle, en fait, lui, des représentations culturelles comme des imaginaires. En fait, c'est jamais la réalité, parce que la réalité, elle correspond à chacun. C'est pas une vérité universelle. Et donc, en fait, lui, il s'est spécifiquement penché sur les étudiants partant en mobilité. Il travaille dans une université en Finlande, si je me trompe pas, hein, à Helsinki, ou là, je sais pas prononcer ce mot. Voilà, en Finlande, dans la grande ville de Finlande. Et donc, lui, il s'est rendu compte que l'expérience des étudiants en mobilité était largement influencée par leurs imaginaires antérieurs, c'est-à-dire par ce qu'ils pensaient qu'ils allaient vivre, en fait, et parce qu'ils n'avaient pas été préparés à l'improvisation, à la différence, à ce décalage entre ce qu'eux-mêmes imaginaient et ce qui allait être, en fait. Et en fait, c'est parce que on a tendance à transmettre la culture normative. Hein. En France, on dit vous et tu. Après, vous avez un prof qui vous dit tu d'un coup, et là, on ne sait plus quoi faire parce que on n'a pas été préparé aux situations qui sont différentes de la norme. Hein. Et donc, lui, il nous explique qu'il faudrait en fait plutôt se baser sur cette préparation à l'imprévisible que sur que de donner des normes comme ça. Et donc, en fait, il propose différentes étapes de ce travail sur les imaginaires. Il propose par exemple d'amener les apprenants et que les apprenants deviennent conscients de leurs propres imaginaires sur les aspects interculturels de la mobilité. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment, ça, je pense que ça correspond vraiment à Franc-Mob parce que c'est un questionnement sur la mobilité. Donc ce n'est pas seulement de préparer son projet, mais c'est aussi de parler de la mobilité. Et c'est aussi s'interroger sur les influences des imaginaires des autres sur nous-mêmes et sur notre vision des choses et de la mobilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'amène, moi, à avoir cette vision ou une autre de la mobilité? Pourquoi partir ici? Ah ben parce que on m'en a parlé, parce que c'est à la pub. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Donc c'est interroger aussi sa propre subjectivité, pardon. Et en fait, c'est l'idée que les apprenants et les étudiants soient actifs dans leur processus culturel et puissent peser le pour et le contre de chacune de ces représentations, de chacun de ces imaginaires, pour arriver à combiner ou à remplacer les imaginaires. Donc c'est vraiment un travail que je trouve intéressant et qui part de cette
pluralité, c'est-à-dire on n'a plus l'image de on part d'une culture, on va vers une ça fonctionne de nouveau, mais on part de plusieurs cultures, de plusieurs influences et on va vers d'autres et on doit se préparer à ce passage à la pluralité. Un étudiant en mobilité, il a plusieurs identités aussi. C'est pas seulement un étudiant brésilien en France. Il a plusieurs choses derrière lui, pas seulement cette étiquette-là. L'exemple que je prends pour ça, c'est une étudiante. J'ai fait faire des entretiens à des étudiants qui sont partis en mobilité du CEFETCH. Et une étudiante m'a dit, je lui disais à la fin, quel conseil, c'était dans un questionnaire ce matin aussi, quel conseil donneriez-vous à des étudiants qui partiraient en mobilité en France? Et elle m'a dit, ne vous attendez à rien, ne pas avoir d'attente. Et c'est ça que je trouve intéressant. Elle m'a dit qu'elle avait remarqué dans des groupes WhatsApp qu'elle avait avec d'autres étudiants brésiliens que certains étudiants avaient des très mauvaises expériences en France, non pas parce qu'ils avaient des expériences réellement traumatiques ou horribles, mais parce que ce qu'ils vivaient ne correspondait pas à ce qu'ils auraient voulu vivre. Donc je pense que vraiment notre défi avec FranMob, c'est de travailler cette pluralité des visions et d'assumer la pluralité, en fait, dans la culture et autres. Ensuite, FranMob, le guide didactique, les séquences, ça m'a amené à repenser la dimension francophone. Parce que aussi, moi, j'avais tendance les manuels, souvent, ont tendance à utiliser la francophonie à unité culturelle. Allez, une chanson belge, le prochain chapitre, qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Et c'est fini. En fait, la francophonie, elle est très peu intégrée en soi à toutes les compétences travaillées. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans FranMob, c'était que c'était dès le départ francophone et qu'on allait travailler la francophonie dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire linguistique, culturelle, la diversité, etc. Dès la séquence 0, j'ai mis unité. C'est un défaut de langage, ça s'appelle plus unité 0. Christian, ne me crie pas dessus. C'est bien séquence 0, ça n'a pas changé, pardon. Je vais changer ici, voilà, donc j'ai mis unité 0, mais c'est séquence 0. Ouh là là, grosse erreur, je suis virée maintenant. Donc dans la séquence 0, on a vraiment, dès cette séquence-là, qui est très axée francophonie, c'est-à-dire c'est pour ouvrir les horizons des étudiants, qui peuvent avoir des représentations sur un des pays, généralement, soyons honnêtes, la France, la plupart du temps. Donc l'idée, c'est de leur dire, il y a d'autres possibilités. Et ça rejoint également l'approche plurilingue, parce qu'en francophonie, on a plusieurs manières de parler français, et pluriculturelle, étant donné la diversité des cultures francophones. Et en fait, ça, c'est une approche qui est adaptable en fonction des situations. Pourquoi ? Parce que en même temps, nous, on a proposé, moi, je peux parler de moi pour cette partie du guide, j'ai axé donc la séquence 0 sur la majorité de la francophonie, mais après, c'est vrai que ça s'est resserré vers Canada, Belgique, France. C'était notamment par rapport à ma réalité et aux opportunités qu'avaient les étudiants de mon institution. Mais ça peut être modulable, c'est-à-dire si vous avez des opportunités France-Belgique, peut-être axées sur France-Belgique. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses qui peuvent évoluer et qui sont adaptables comme d'habitude. Tu peux changer. Merci, Christian. Ça m'a aussi amené à m'interroger sur l'autonomie des étudiants et l'auto-formation des enseignants. Je pense que vous en avez marre d'entendre parler de ça, parce que depuis ce matin, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais c'est une vision plutôt subjective, là, c'est pas très scientifique. Donc en fait, ce questionnement sur l'autonomie des étudiants et des enseignants, je pense que c'est en général un changement de culture, parce qu'on n'est pas habitué en tant qu'enseignant à pratiquer l'autonomie en classe. On a peur de l'autonomie. Pourquoi elle fait peur? Parce qu'on a l'impression de lâcher les étudiants et de dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça et est-ce que ça va marcher ?» Donc vraiment, je pense que c'est un processus dans FranMob qui va être à la fois individuel pour l'enseignant par rapport à ses préoccupations d'enseignant, pour les étudiants par rapport à leurs préoccupations d'étudiants, mais aussi collectif.
Je pense que c'est intéressant de proposer une autonomie progressive. Je pense qu'Eduardo en a parlé aussi, c'est-à-dire de pas dire le début, bon ben c'est vous qui proposez les documents, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être pas partir là-dessus quand même, hein, mais que ce soit un travail progressif et comme je dis aussi collectif. Et le contenu des séquences, réellement, il a été défini et modifié à des séquences que j'ai élaborées en fonction aussi des documents proposés. Il y a cette partie-là qui a été flagrante parce qu'on avait un référentiel et quand j'arrivais au moment de l'objectif opérationnel, etc., je me rendais compte que c'était pas du tout ce que la réalité proposait, c'est-à-dire les documents, pour nous qui sont la réalité, enfin, c'est-à-dire ce à quoi les étudiants vont être confrontés et ceux qui pourraient nous proposer aussi. Et j'ai été amenée à changer en permanence les autres contenus, les contenus culturels, les contenus linguistiques, en fonction des documents. Donc vraiment, c'était les documents qui parlaient à des moments, et c'était pas le contraire. Moi qui disais, je veux que le document soit au passé composé, je vais tout changer. Hein, je suis partie du principe, j'ai presque pas didactisé les documents, c'est-à-dire modifié les documents, mais partie de la ressource brute et assumer que ben, c'était pas exactement ce que je voulais travailler là, mais que c'était l'objectif aussi de ce moment-là. Ça m'a amené notamment à travailler le passé composé dès les premières séances de cours, parce que on voulait donc l'objectif opérationnel, et comme a dit Christian, on va partir des objectifs. Donc l'objectif opérationnel, c'était que les étudiants racontent leur parcours universitaire. Et donc, au début, l'idée, c'était de je m'appelle Nina, je suis française, j'étudie à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, point. Sauf que moi, en regardant des vraies vidéos de parcours universitaire, c'était beaucoup plus détaillé que ça. Ça n'existe pas des vidéos ou des situations réelles où on dit ça et c'est fini. On a terminé la conversation. Et donc, je suis tombée, pas par hasard, mais grâce au CEFET, sur une vidéo d'un de mes anciens étudiants, qui était parti en France et qui, dans le cadre d'un International Day au CEFET, expliquait son parcours pour arriver en France et pour comment il était arrivé à faire un master en France. Et vraiment, cette vidéo, pour moi, elle a été révélatrice de ce qu'on pouvait vouloir dire à ce moment-là du parcours universitaire. Et c'était beaucoup plus détaillé. Et il y avait le passé composé. Donc, j'ai pris le parti d'évoquer le passé composé parce que c'était quelque chose qui me semblait important à ce moment-là. Ça correspondait à une situation de communication réelle, en fait. Et donc ça a changé effectivement toute notre perspective. Ça a été plus long de travailler cette partie que d'autres. Donc, ce que je veux dire avec ça, vous n'êtes pas obligé de travailler le passé composé à la séquence 1 du projet 1, mais en tout cas, c'est d'avoir cette flexibilité qui est des fois difficile, parce qu'on voudrait que ce soit déjà cadré dès le départ et avoir le mode d'emploi et juste appliquer. FranMob, c'est pas vraiment ça. Il faut vraiment penser que nous-mêmes, on est en train de réfléchir constamment et de se former constamment. Et donc voilà, justement, c'est ce que je dis, les compétences travaillées, elles peuvent changer en fonction des documents et des étudiants, bien évidemment, toujours, parce que si c'est un étudiant qui vous propose un document, ça ne sera pas exactement avec ce qu'on a imaginé que ce serait, et il faudra aussi assumer ce contenu et le travailler avec eux. Donc, j'ai cité Christian, guide qui nous parle du fait de cette culture d'apprentissage qui est éloignée en général de cette culture de projet. Et donc, l'idée, ça va être vraiment de co-construire cette démarche d'autonomie et de négocier en permanence, c'est ce qu'on disait pour le carnet de bord, mais également pour les auto-évaluations. On a prévu dans le guide didactique, à la fin de chaque mini-projet ou projet, des auto-évaluations, c'est-à-dire un moment de discussion entre tous pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui est à faire ou pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les étudiants. Donc c'est vraiment une démarche aussi intégrative des étudiants dans le processus. Ils sont à la fois étudiants, mais aussi ils conçoivent des choses pour eux-mêmes et pour les autres. Finalement,
ça m'a aussi fait réfléchir à l'utilisation de la L1. Christian vient d'en parler également. En fait, la L1, pour nous, elle est présente tout au long du processus. Pourquoi ? Parce que si on se situe dans une pédagogie de projet, dans l'approche actionnelle, on est dans le présent. Et le présent, c'est, pour nos étudiants, le Brésil ou leur pays où ils vivent. Et donc, il y aura beaucoup de documents auxquels ils seront confrontés dans leur langue maternelle, déjà. C'est-à-dire les premières démarches avec les visas, etc., en général se font en portugais. Donc c'est assez illusoire, en fait, d'essayer de créer un cocon linguistique à un endroit où la L1 est omniprésente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu avec Adriana depuis le départ, qu'on s'ancrait aussi dans le pays où les étudiants sont pendant l'élaboration de leur projet de mobilité, tout en se projetant, mais sans oublier ce pays dans lequel ils sont. Et au moins au début, la L1, hein, c'est la langue maternelle, hein, la L1, c'est la première langue des étudiants, et la L2, c'est la langue qu'ils apprennent, c'est le français. La L1, elle permet plusieurs choses. Et c'est ce que disait Christian, ça va des fois permettre d'utiliser à meilleur escient la langue qu'ils apprennent. Parce qu'on va pouvoir, avec la L1, vérifier la bonne compréhension des contenus et des consignes. Hein. Au début, si on veut s'assurer que les étudiants soient dans une démarche positive et de compréhension, ça va être intéressant de vérifier s'ils ont compris dans leur langue maternelle. On peut aussi approfondir certains aspects. Ça se fait beaucoup vous verrez dans les séquences, c'est-à-dire on va évoquer dans des supports en langue cible, c'est-à-dire en français, certaines notions, et finalement on va les approfondir, on va introduire une discussion, surtout pour le projet 1 où les étudiants sont débutants, dans la langue maternelle. Donc là, la focalisation, elle n'est plus sur l'apprentissage de la langue, mais sur la discussion culturelle, pluriculturelle, etc., sur la langue aussi, mais en langue maternelle. Donc voilà, c'est la centration sur l'apprenant, tout à fait. On se centre sur le fait qu'ils puissent communiquer. Sinon, c'est illusoire, quoi. On va parler tout seul, ou les forcer à dire 3 mots, comme ça arrive dans les manuels, les questions très courtes, oui, non, il n'y a plus de discussion, parce qu'il faut surtout pas utiliser la langue maternelle. La démarche FraMob, elle est vraiment plurilingue, et donc on considère cette L1 comme une passerelle vers la L2. Hein. C'est dommage de faire une rupture, de dire plus jamais. Là, on parle plus portugais. Si les étudiants sont brésiliens, ça va être un peu compliqué. Et là, donc, vous avez au Brésil beaucoup de travaux là-dessus sur l'intercompréhension dans les langues romanes. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire, ils vont pouvoir travailler sur les 2 langues en même temps. On a la chance, là, pour l'Amérique latine, d'avoir ces proximités. Donc, on peut d'autant plus en profiter tranquillement. Et donc, pour finaliser, voilà, c'est cette idée d'être entre les langues. Je cite Patrick Chardonnay qui était là hier, je pense. C'est dommage, il n'a pas vu la citation. Non, il a un article qui est excellent, qui s'appelle « L'entre et le lien », et c'est d'assumer en fait cette posture intermédiaire entre ce qu'on est, entre d'où on vient et où l'on va. Et je pense que c'est une bonne conclusion, c'est-à-dire voilà ce lien et cet interstice, et c'est ça qu'est FraMob, c'est l'interstice vers la mobilité. Voilà.